Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la saison 2021-2022 du PSG et de Manchester United. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez comment ça va se passer. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous explique. Chaque fin de saison, je vais faire un petit point sur ce qui s'est passé cette année. On fait le bilan pour le club de la capitale et pour les Red Devils. Et puis je donne mon avis si c'est une bonne ou une mauvaise année. Puis ensuite je donne mes tops, mes flops et mes surprises de cette saison. Alors on va commencer par le Paris Saint-Germain, le club de la capitale qui pour moi a réalisé une saison décevante. Et je pense que pas mal de supporters parisiens sont d'accord avec moi sur ce point. La saison du PSG est mauvaise. Quand tu regardes, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, quand tu regardes le mercato réalisé au début de saison avec des joueurs mondialement connus qui ont un palmarès époustouflant, c'est vrai, ils ont un palmarès incroyable, des Ramos, des Messi, Ballon d'Or, Ligue des Champions, champion du monde, champion d'Europe, enfin ils ont un palmarès XXL, Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi. Tu sais, comme on dit, t'as les étoiles dans les yeux, quoi. Et si tu regardes, c'est impressionnant. Après, t'as les déclarations de Nasser, Mbappé, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il va partir, il va prolonger ou pas. Alors, même si en fin de saison il a prolongé, mais tu vois, il y avait les promesses, tout ça, les ambitions fixées au début de saison. Donc tu vois, c'était un tout. On pensait que le Paris Saint-Germain était prêt, était armé pour tout rafler, et au final quand tu regardes le résultat final, c'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça du tout. Tu regardes les 4 compétitions où le PSG était en lice, il y a qu'un seul trophée de remporté, c'est la Ligue 1. La Ligue 1, tu finis premier avec 86 points, mais c'est là. Après, ce qui me gêne, c'est pas le fait de remporter le championnat, mais c'est la manière dont ça a été remporté. Tu vois ce que je veux dire, c'est la manière dont ça a été remporté. Ça a toujours été sur des individualités. Il n'y a jamais eu de performance collective. Ça a jamais été sur une victoire du PSG. Ça a jamais été sur une performance collective. Ça a toujours été sur des individualités. Il fallait toujours un petit but de Neymar pour faire la différence, un petit but d'Mbappé ou un petit but de Messi. Enfin, tu vois, ça a toujours été un joueur qui a fait la différence. Et souvent, ça a été Mbappé qui a fait, mais ça n'a jamais été sur une performance collective. On remporte le championnat, mais bon, sans vraiment briller. Trophée des champions, on s'incline contre Lille, ça c'était au début de saison. Défaite 1-0. Coupe de France, on se fait sortir dès les 8e de finale, contre Nice au tir au but, après un match nul 0-0, et c'était au Parc des Princes. Et puis Ligue des Champions, c'était encore une fois un fiasco. Hein. C'était encore une fois un fiasco, éliminé dès les 8e de finale contre le Real Madrid. Encore une fois, au match aller, tu fais le match, je dirais pas parfait, mais tu gagnes ce match, tu mets tous les ingrédients pour gagner la première partie. Et puis dès qu'il faut jouer le 8e de finale retour, le match retour, il n'y a plus personne. À chaque fois, l'équipe fait une dinguerie. Faut s'attendre à tout avec le Paris Saint-Germain. Et au match retour, tu t'inclines 3-1, tu mènes 1-0 en plus, c'est ça, parce que je revois le scénario. Tu mènes 1-0, tu gères le match, même si Madrid essaie de revenir, même s'ils mettent de la pression, de l'intensité, tout ça, mais tu arrives quand même à contenir cette pression, à gérer cette pression. Et là, il fallait une boulette de Donnarumma pour relancer le Real et pour t'effondrer. En fait, le mental du PSG dans ce match-là, ça effondré comme un château de cartes. C'était comme ça. Donc du coup, défaite 3-1, et puis merci, au revoir pour la Ligue des Champions. C'est bon. On est sorti, encore une fois, en 8e de finale. Pour moi, la saison, elle est ratée. Les tops, on va commencer par le premier joueur qui pense, ça vient à chaque fois quand je pense au top, ça me fait penser à un joueur direct. Kylian Mbappé, c'est lui qui a porté le Paris Saint-Germain lui tout seul, ça c'est clair et net. C'est lui qui a porté le PSG lui tout seul. C'est lui qui à chaque fois a fait des différences dans des rencontres où c'était très compliqué.
C'est simple, j'ai les statistiques sur les yeux. Il a joué 46 matchs, il a marqué 39 buts et il a délivré 21 passes décisives. Ça veut tout dire. Tu compares les stats d'Mbappé à celles de Neymar, de Messi, de Di Maria, d'Icardi, qui tu veux. C'est pour moi, Mbappé, si t'avais pas Mbappé, c'est mort. L'attaque du PSG, même si t'avais beau avoir des Neymar, des Messi, rien. Ça marchait pas du tout. Donc heureusement qu'on avait Mbappé, donc pour moi je le mets dans le top. Et on est content qu'il ait prolongé chez nous. Et le deuxième top ensuite, pour enchaîner la liste. Alors il y en a, je pense qu'il y en a, ils seront pas forcément d'accord avec moi, mais c'est ma pensée, c'est ce que je pense. Marco Verratti, moi je le mets dans les tops quand même parce que quand même s'il était, c'est vrai qu'on tapait souvent sur son hygiène de vie, tout ça, mais quand il enchaînait les matchs, quand il est au top de sa forme et qu'il enchaînait les matchs, pour moi c'était patron du milieu de terrain. Il faisait le taf au milieu de terrain, c'est lui qui il faisait tout. Il défendait, il récupérait, il attaquait, il faisait tout. Il faisait tout comme je disais, quand il enchaînait les matchs et qu'il était épargné par les pépins physiques, c'était le joueur le plus constant du PSG, enfin, au milieu de terrain surtout. Il a joué cette saison, il a joué 32 matchs, il a inscrit 2 buts et il a délivré 2 passes décisives. Alors c'est pas fou, mais son importance au milieu de terrain était quand même, sa présence sur le terrain était capitale pour le PSG, ça c'est clair. Et le troisième top, alors même s'il s'est trouvé dans les grands matchs en Ligue des Champions, tout ça, mais je mettrais quand même Marquinhos, le capitaine parisien, même s'il s'est trouvé dans plusieurs matchs en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Il a quand même, c'est quand même lui le patron de cette défense. C'est le défenseur le plus régulier de cette équipe. Pour moi, je le mets dans le top. C'est un peu logique. Hein. Alors les stats, il a joué 40 matchs, il a inscrit 5 buts et il a délivré une passe décisive. Donc tu vois, c'est quand même un joueur. Enfin, pour moi, c'est le troisième joueur qui était le plus important dans l'effectif parisien. Les surprises. Alors, on va commencer par Nuno Mendes. Pour moi, c'est la plus grosse surprise du Paris Saint-Germain cette saison, car c'était la recrue la moins connue. C'est forcément, tu vas chercher un joueur, tu vas chercher des Ramos, des Hakimi, des Wijnaldum ou des Messi. Là, tu vas chercher aussi un Mendes. On se dit, c'est qui Nuno Mendes? On ne connaît pas. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Et alors au début c'était compliqué, c'est vrai, de se faire une place, tout ça c'est compliqué, mais au fur et à mesure, lorsqu'il enchaînait les matchs, il a pris de la confiance et on voyait qu'il s'est installé à ce poste de latéral gauche. Pour moi il est indéboulonnable, il est devenu un titulaire indiscutable. Alors soit ses stats ne sont pas folles, il a joué 37 matchs, il n'a pas marqué de but, il a délivré 2 passes décisives. Mais quand tu regardes son importance sur le terrain aussi, il faisait le taf. Quand il enchaînait les matchs, il jouait régulièrement, ses performances étaient régulières. Moi, Mendes, c'est le joueur le plus surprenant de cette saison. Et la deuxième surprise, malgré son départ du PSG, parti au PSV Eindhoven, c'était Xavi Simons. C'est un bon jeune, il avait du talent, techniquement il était assez bon, mais malheureusement Pochettino lui avait pas donné sa chance. Il a joué 9 matchs, il a inscrit 0 but et il a délivré une passe décisive. C'est dommage, mais c'est un bon jeune. J'aurais bien aimé qu'il reste, justement, parce que ça aurait pu être l'avenir du PSG, mais bon. C'est comme ça. Et la troisième surprise, c'était Edouard Michu aussi. Pareil, c'est un bon jeune. C'était des bons jeunes, mais le problème, c'est qu'on leur donne pas la chance. Je sais pas. Pourtant, quand un joueur, pour qu'il devienne un élément important de l'équipe, tu sais, il a besoin de jouer. Un jeune, il a besoin de jouer pour qu'il devienne un grand. Messi, par exemple, au début, quand il était au Barça, il n'est pas devenu un phénomène du jour au lendemain. On lui a donné du temps de jeu. Ronaldo, c'était pareil. Tu vois, enfin, je veux pas comparer Michu et Simons à Messi et Ronaldo, mais tu vois, ce que je dénonce, ce que je reproche au PSG, c'est de pas donner la chance aux jeunes. C'est dommage parce qu'en plus on a des bons jeunes, quoi. Ils sont pas mauvais. Je pense combien de fois on a sorti des jeunes du centre de formation, des Kingsley Coman, des joueurs qui ont été bons, même dans les années 80 avec Luis Fernandez, les années 90, tout ça.
il y avait un paquet de joueurs qu'on avait sorti du centre de formation et on leur avait dû donner du temps de jeu, ils sont devenus des tauliers quoi. Même Presnel Kimpembe par exemple, récemment Presnel Kimpembe c'est l'exemple du centre de formation du PSG. Enfin même si il a fait des boulettes, c'est vrai, en Ligue des Champions, Manchester United, tout ça, mais il a fait quand même de grosses performances. Souviens-toi du match où on gagne 4-0 contre le Barça, où il fait une masterclass, où il avait remplacé Thiago Silva qui était je crois suspendu ou blessé. Et ce soir-là, il avait fait un gros match. Donc tu vois, ce que je reproche, c'est le fait de ne pas donner de chance aux jeunes. C'est ce que je reproche. Maintenant, les flops. On va s'attaquer maintenant aux flops. On va commencer par, pour moi, celui qui ressort plus des yeux. Non, ce n'est pas Neymar, c'est Mauro Icardi. Et je pense que pas mal de supporters parisiens seront d'accord avec moi. Mauro Icardi, qui pour moi est devenu un indésirable. Chaque fois qu'il rentrait en jeu, il était décevant. C'est un flop total, quoi. C'est un flop total. Il faut qu'on s'en débarrasse au plus vite. On peut pas continuer encore une fois une année avec Mauro Icardi. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, tu voyais avec sa copine Wanda Nara, c'est un coup, ah ouais, je t'aime plus. Ah non, tu reviens avec moi. C'est une affaire genre Secret Story, tu vois. C'était du grand n'importe quoi. Non, Icardi, en plus, ses stats, il jouait 35 matchs, il a inscrit 31 matchs, il a marqué 5 buts et il a délivré 0 passe décisive. C'est rien, ça, c'est rien. Pour moi, tu te demandes où est-ce qu'il passait le Mauro Icardi de la première saison, quoi. Où il se tirait la bourre avec Edinson Cavani pour la place de titulaire, place de numéro 9. Là, ça fait 2 saisons qu'il est pas bon. Pour moi, il faut qu'on s'en donne, faut s'en débarrasser. Après, le deuxième flop, c'est une des recrues du mercato de PSG, c'est Georginio Wijnaldum, transparent quasiment à chaque match. C'est dommage, parce que quand tu regardes son passé, il avait quand même gagné le championnat, la Ligue des Champions avec Liverpool. Il formait au milieu de terrain avec Fabinho et Jordan Henderson, le trio au milieu de terrain avec Liverpool, enfin tu sais, avec Jordan Henderson et Fabinho. Les trois, c'était le trio indéboulonnable à Liverpool. Là, on le prend, et puis au final, ça marche pas. Pas réussi à s'imposer. C'est dommage, parce que pourtant, c'est un bon joueur. Hein. C'est un bon joueur, mais il n'a pas réussi à s'imposer. Donc, il a joué 38 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. C'est ça, c'est stats. C'est pour un joueur comme Wijnaldum. Et le dernier flop, pour moi, c'est Sergio Ramos, hein, bien sûr. Trop souvent blessé, il n'a pas réussi à enchaîner les matchs. Il jouait un match, après pendant 3 semaines, il était blessé au mollet, à la cuisse, enfin à la hanche. C'était toujours une blessure, toujours. Alors j'espère que la saison là, il va enchaîner. Enfin, il va retrouver je demande pas qu'on retrouve un Ramos à son prime quand il était au Real Madrid, mais tu vois, un Ramos qui est un taulier, tu sais, qui va apporter son expérience, qui va rassurer, qui va calmer la défense, enfin, tu vois, qui est un leader, un leader du PSG, quoi, qui apporte son leadership, quoi, c'est ce qu'on veut. Soit un leader au Paris Saint-Germain, et ça n'a pas été le cas. Et tu regardes ses stats, il a joué seulement 13 matchs cette saison. 13 matchs, 3 buts inscrits et 0 passe décisive. C'est pas beaucoup, hein. Pour un joueur comme Sergio Ramos, c'est pas beaucoup. Et je crois que même au Real Madrid, il n'était pas autant blessé que cette année. Hein. Au Real Madrid, même ces dernières années, c'est vrai qu'il était souvent blessé, mais c'était pas à ce point-là, quoi. Pas à ce point-là. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour le Paris Saint-Germain. On va s'attaquer maintenant à Manchester United, le bilan de la saison. Alors, la saison, pour moi, des Red Devils, elle est tout simplement catastrophique. Catastrophique, pas de trophée remporté. En championnat, là, on a été à la ramasse totale. Enfin, les Red Devils, c'était à la ramasse totale. En championnat, tu finis 6ème avec 58 points, 16 victoires, 10 matchs nuls et 12 défaites. Coupe d'Angleterre et FA Cup, tu te fais sortir des 16e de finale contre un club de 2ème division. Middlesbrough, match nul, un partout dans le temps réglementaire, puis défaite au tir au but 7-8. Carabao Cup, au début de saison, tu te fais sortir des 16e de finale contre West Ham, 1-0 à Old Trafford aussi. Et puis Ligue des Champions, tu te fais sortir des 8e de finale contre l'Atlético. Hein. Un partout à Wanda Metropolitano, mais c'était un miracle. À ce moment-là, quand on a arraché le point du nul, c'était un véritable miracle. Et puis on s'incline 1-0 à Old Trafford. C'est tout simplement la saison catastrophique, surtout que
tu changes d'entraîneur, en plus tu avais fait un mercato où les Red Devils, enfin nous les supporters de Manchester, tu sais, ils avaient les étoiles plein les yeux. Jadon Sancho, qui est considéré comme l'un des espoirs du football anglais, Raphaël Varane, un taulier en équipe de France, c'était un taulier aussi du Real Madrid, champion du monde, vainqueur à 4 reprises de la Ligue des Champions, 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions, remporté la Coupe d'Espagne, championnat espagnol, enfin un palmarès XXL aussi. Tu fais revenir aussi Cristiano Ronaldo, on était tous aux anges, enfin on avait les étoiles plein les yeux. On se disait tous, putain, l'effectif qu'on a, Cavani, Ronaldo, Martial, Sancho, Rashford, Greenwood, Bruno Fernandes, McTominay, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, De Gea, enfin, on se disait, putain, ça y est, cette année, on va se tirer la bourre avec Liverpool et Manchester City. Au final, cette année, on a tiré la bourre avec personne. Enfin, si, avec West Ham pour la Ligue Europa, quoi. Mais ça s'arrête là. Alors, les tops. Mais évidemment, le premier top de la saison, c'est Cristiano Ronaldo pour moi, parce que sans Ronaldo, je pense que tu fais une saison comme Everton a fait cette année, c'est-à-dire que tu finis entre la 10e et la 15e place, et encore, eux, ils ont joué le maintien. Tu aurais pu faire une saison, si tu n'avais pas Ronaldo cette année, là, tu aurais fait une saison identique à celle d'Everton, comme je disais, identique à celle des Toffees. Meilleur joueur de la saison, meilleur buteur du club, 38 matchs, 24 buts, 9 passes décisives. Tout simplement, Ronaldo, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Le deuxième, c'est David De Gea, deuxième top. Il est revenu à son prime. Là, j'ai une petite pensée quand même. Petite pensée pour les fanboys à l'époque de Dean Henderson qui disaient ouais, De Gea, il finit, machin, tu sais, après la défaite en finale de Ligue Europa contre Villarreal. Tu te souviens? Où De Gea, il avait mangé comme jamais. Et j'étais le premier à le défendre en disant que De Gea, bon, même s'il traverse une période compliquée, c'est pas le moment, enfin tu vois, je le soutenais, il faut pas oublier ce qu'il avait fait dans le passé où il était monstrueux dans les buts, où on avait des doutes sur lui, mais au fur et à mesure il s'est imposé comme un titulaire, voire même devenu un taulier de l'équipe, qui est devenu un taulier, et là cette année il est revenu à son prime, il est revenu à son meilleur niveau, il est redevenu un titulaire indiscutable, je crois que j'ai une stat aussi dans la saison, il a réalisé 134 arrêts. 134 arrêts, c'est le quatrième gardien qui a réalisé plus d'arrêts en première ligue. Impressionnant. Alors, c'est impressionnant pour lui, mais c'est inquiétant aussi pour la défense, parce que ça veut dire que notre défense, c'est du gruyère, quoi. Il y a des trous partout. Donc, derrière, deuxième joueur, deuxième top de la saison. Puis le troisième top, c'était compliqué de trouver un troisième top, mais j'ai mis Nemanja Matic. Malgré son âge, il a quand même éviter la catastrophe au milieu de terrain, malgré son âge, c'est vrai, puisqu'il est plutôt jeune, il a quand même 34 ans. Donc je crois que c'est le milieu de terrain qui a joué le plus de matchs dans la saison. Il a joué 30 matchs, il a délivré 4 passes décisives, il a marqué 0 but. Mais heureusement qu'il était là, parce qu'au milieu de terrain, McTominay, c'était pas ça, Fred catastrophique, Pogba, il était là une fois tous les 36 du mois. Donc c'était compliqué. Heureusement qu'il était là pour éviter la catastrophe. Les surprises, bon, alors c'est pas dans l'effectif première, j'ai trouvé, ça a été compliqué. J'ai pris dans les espoirs. Alors il y a Alejandro Garnacho, moi j'ai pris ce jeune là parce qu'il c'est un bon espoir. C'est un joueur à surveiller dans les années qui vont arriver. Je pense que ça va être un joueur assez intéressant à voir. Techniquement je le trouve assez bon. Il est rapide, il est vif. Moi je le trouve intéressant. Même s'il n'a pas beaucoup joué cette année, mais j'espère que l'année prochaine, Eric Ten Hag va lui donner du temps de jeu. Le nouveau coach, le coach Bata va lui donner du temps de jeu, j'espère, parce que c'est un très bon jeune. Voilà. Donc Garnacho, c'est ma première surprise. La deuxième, c'est Animal Mejbri, le jeune Tunisien des Red Devils. Il est pareil, il a du potentiel, il est technique, il est rapide, vif. Il mérite d'être dans l'équipe première, lui aussi. Il n'a pas beaucoup joué, il a joué 3 matchs. Garnacho, il avait joué 2 matchs lui aussi. Enfin, ils n'ont pas beaucoup joué, mais c'est des jeunes qui ont du potentiel et qui pourraient justement bousculer la hiérarchie à Manchester. Et ça pourrait être pas mal, tu sais, des jeunes, ils bougent un petit peu les vieux, ils disent oh putain, les jeunes là, ils ont du peps là, parce que là, on est sur le banc et là, ils sont titulaires, et ils font des bons matchs. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que ça bouscule un peu la hiérarchie, et c'est ce qu'il faut. Donc Mejbri, je mets dans les surprises. Et la troisième surprise, c'est Anthony Elanga. C'est la révélation dans la deuxième partie de saison des Red Devils. Bon, après la suspension de Mason Greenwood par le club, après des affaires justicières, violence conjugale, tout ça.
Donc du coup, c'est Langa qui a profité du malheur de Greenwood pour prendre sa place de titulaire. Alors, même s'il n'a pas été exceptionnel, c'est vrai, il a joué 24 matchs, il a inscrit 3 buts et 2 passes décisives, mais dans les années à venir, ça peut être un jeune qui pourrait essayer de prendre du temps de jeu, enfin devenir un titulaire aussi, à être un joueur important de l'équipe de United. J'espère pour lui, hein, et c'est un bon jeune, il est rapide, tout ça, donc j'espère qu'il va progresser dans les années qui vont arriver. Et les flops, alors là, il y avait l'embarras du choix. Hein. Par contre, pour les flops, là, c'était compliqué de trouver. Enfin, pas de trouver, mais en tout cas de faire une liste, parce que là, j'aurais pu passer la journée, quoi. Les flops, alors là, les fanboys de Ronaldo, ils vont être ultra contents. C'est Harry Maguire, forcément, premier flop, Maguire. Cette année, autant j'ai encensé l'année dernière, en disant qu'il avait fait de bons matchs, même si le début de saison qu'il avait fait c'était compliqué, mais au fur et à mesure il s'est imposé, il a retrouvé son niveau, il est revenu, il était devenu un titulaire indiscutable, un taulier de la défense de United. J'étais le premier à l'encenser, et puis même à lui dire il faut maintenant un partenaire pour justement avoir une défense ultra solide, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là Maguire c'était un très bon défenseur, c'est vrai qu'à côté Lindelof, bon, c'est pas terrible, hein, c'est très moyen, c'est très irrégulier, donc il lui faut un partenaire, une valeur sûre, et quoi de mieux que Raphaël Varane, hein. On avait pris Varane justement pour voir une défense très solide, on avait tous en tête cette charnière centrale, Varane, Maguire. Bon, Maguire il a été méconnaissable cette année, on a l'impression qu'il avait perdu toutes ses capacités de bon défenseur, quoi. Il était trop lent, pas assez réactif, manque de justesse techniquement, enfin je trouvais pas, il était en manque de confiance, enfin, je l'ai pas retrouvé, je l'ai pas reconnu Maguire, je l'ai pas reconnu du tout, donc Maguire je mets dans les flops. Le deuxième flop, c'est un joueur que j'aime beaucoup, ça va me faire de la peine parce que j'aime beaucoup ce joueur, c'est Marcus Rashford. Cette saison je l'ai pas reconnu du tout, il était complètement à côté de ses pompes, méconnaissable. Ses stats, il a joué 32 matchs, il a inscrit 5 buts et 2 passes décisives, alors que ces 2 dernières saisons, à ce moment-là, il faisait plus de matchs, il mettait le double, voire même le triple, hein. Au même nombre de matchs l'année dernière, si ça avait été l'année dernière, il aurait inscrit le nombre de buts qu'il a inscrit cette année, il l'aurait triplé, hein. C'était le triple, hein, il y a 2 ans, hein. Marcus Rashford, cette année, méconnaissable. 32 matchs, 5 buts, 2 passes décisives, je l'ai pas reconnu. Alors pourtant, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce que il est formé au club, il a gravi les échelons au fur et à mesure. Et au début, c'était un petit jeune que Van Gaal avait lancé. Après, Mourinho lui a donné du temps de jeu. Solskjaer l'a fait progresser dans le domaine physique, tactique, technique et dans la finition aussi. Parce qu'après, quand Solskjaer avait pris l'équipe première, tu voyais, enfin l'équipe, Rashford c'était un joueur important de l'équipe à Solskjaer, avec Fernandes, avec Martial, tout ça. Il était devenu un joueur important et tu voyais que dans la finition, il était très très bon. Il enchaînait, il mettait des doublés, voire même des triplés dans des matchs. Il était impressionnant à ce moment-là. Mais cette année, méconnaissable. J'ai pas retrouvé Rashford. Et j'espère pour lui que là, cette saison, il va retrouver son meilleur niveau. Et le dernier flop, alors là, il y en a, ils vont peut-être m'insulter, mais je m'en fous, moi je le pense. Le troisième flop de cette saison, c'est Jadon Sancho. Jadon Sancho, je suis désolé, j'aurais pu nommer Bruno Fernandes, j'aurais pu nommer Scott McTominay, qui tu veux, Martial, Cavani, mais pour moi, le plus gros flop, c'est Jadon Sancho. Tu vois quand même 85 millions de Jadon Sancho, quoi, qui est considéré, comme que je disais, l'un des meilleurs espoirs du football anglais. Un espoir du football anglais. À Dortmund, il explosait tout le monde. Avec Erling Haaland, il faisait un duo de malades. Et cette année, il était complètement à côté de ses pompes, quoi. Flop à 85 millions, quand même. Il a joué 39 matchs, il a inscrit 5 buts et 5 passes décisives. C'est rien. C'est rien pour un joueur de ce niveau-là, quoi. Non, Jadon Sancho, pour moi, il a pas été bon. Alors oui, c'est parce qu'au début, je l'ai beaucoup tapé sur lui parce que il enchaînait les matchs, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et il avait toujours pas marqué de but. Au bout de 10 matchs, il a toujours pas marqué. Tu te dis, ouais, c'est bon, faut passer à autre chose. Après, Rangnick, il avait un peu relancé, mais c'était de très courte durée, quoi. Et après, c'est retombé dans ses travers, il marquait plus de passes décisives.
Alors j'espère qu'il va, comment dire, lors avec l'arrivée d'Erik ten Hag, ça va peut-être lancer enfin sa carrière à United. Enfin, j'espère qu'il va enfin se lancer avec les Red Devils. J'espère pour lui. Donc, on verra ce que ça va donner la saison prochaine chez Jadon Sancho. Mais pour l'instant, c'est pas une réussite, ça c'est clair. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour le bilan de la saison du PSG et de Manchester United. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour le match PSG-Nantes. Le premier débrief pour la finale du Trophée des Champions. Et à bientôt quoi. Ciao.